Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va concerner un petit véhicule Youngtimer, une Opel Corsa A. Une Opel Corsa A même phase 2, puisqu'elle a la nouvelle calandre, c'est un modèle 92. Donc cette vidéo là va être l'occasion pour nous de revenir un peu sur la première génération d'Opel Corsa, hein, qui est sortie en 1982, qui a d'ailleurs été même la première petite voiture de la marque Opel, hein, puisque ils avaient tenté de faire une première petite voiture, en l'occurrence l'Opel Corsa, l'Opel Kadett City, qui était sorti dans les années 70, mais en 1982 était vraiment apparue donc la première petite voiture au nom de Corsa. Ils ont lancé le patronyme Corsa avec un petit speeder plutôt sympa qui reprenait les lignes générales de cette voiture. Malheureusement, ce petit cabriolet n'est jamais sorti, mais reprenait le concept déjà des ailes élargies qu'on n'a pas sur ces versions 5 portes. Mais sur les versions 3 portes, vous avez des ailes gonflées à l'avant, à l'arrière. Donc celles-ci, en l'occurrence, ne les ont pas malheureusement, c'est une 5 portes. Mais sinon le design général de la voiture, hormis le fait que ce soit un cabriolet, était repris donc 6 mois plus tard au salon de Paris pour la sortie donc de la première Opel Corsa, la première du nom, donc la Opel Corsa A. En 87, on a eu le droit sur la Corsa à une très légère modification de calandre. Et par contre, de manière plus importante, pour le modèle 91, on avait eu droit à l'apparition des feux blancs, la calandre complètement ajourée de son logo. Le logo a été déplacé sur le capot. Donc ça, c'était vraiment pour les nouvelles moutures de Corsa 91. Après, pour le reste, ça restait, semble-t-il, quasiment identique que les premières séries. En tout cas, l'arrière n'a pas changé. Et en fonction des séries spéciales plus ou moins nombreuses disponibles en fonction des années, vous alliez avoir comme ici par exemple des baguettes rouges. Les enjoliveurs peuvent changer, parfois on avait le droit au toit en toile. Mais en tout cas, là, on a un exemplaire vraiment phase 2. La Corsa est sortie, donc, comme je le disais, à la fin de l'année 82 en France et a eu une production jusqu'en 1993, apparition là de la Corsa B. Mais là, c'est un autre produit complètement différent. Donc la Corsa aujourd'hui dénote un petit peu par ses dimensions, puisqu'on a une voiture qui fait un peu plus de 3,60 m de long. La 205 qui était une de ses concurrentes principales à l'époque faisait 3,71 m, donc 10 cm de plus, ce qui est assez énorme. La taille de cette Corsa se rapproche plus de la Citroën AX, à un angle de centimètres près, c'est identique. Donc on est vraiment petit. Pour donner le rapport, une Clio aujourd'hui c'est plus de 4 mètres de long, donc il y a 40 à 50 cm de plus aujourd'hui sur les citadines, ce qui est énorme. Et aujourd'hui la dénomination citadine ne l'est plus vraiment, et également la largeur de la voiture est nettement plus faible aujourd'hui, enfin nettement plus grande aujourd'hui qu'à l'époque. Là on a une voiture qui fait un peu plus d'1,50 m de large, aujourd'hui c'est plus d'1,70 m. Donc pour différentes raisons, hein, évidemment, de qualité de tenue de route, de renfort, etc. On a des voitures qui sont beaucoup plus grandes aujourd'hui qu'à l'époque. Et donc cette Corsa est donc une série faussement spéciale Viva, puisqu'ils en ont tellement vendu que c'est presque une... D'ailleurs je me demande si c'était même pas intégré à la gamme, j'ai un petit trou de mémoire. Ça se trouve c'était intégré directement à la gamme, la Corsa Viva. Ça correspondait plus ou moins à un prix d'appel pour ce véhicule. Elle est motorisée par un moteur 1,2 litre de 55 chevaux. Rapporté au poids de moins de 800 kg de la voiture, ça donne un rapport poids-puissance relativement intéressant. Pour une petite citadine, hein, j'entends, on verra ça dans quelques instants sur la route pour voir ce qu'elle vaut encore aujourd'hui. Et donc cette Corsa Viva en 91-92 nous proposait un habitacle assez dépouillé. On n'avait pas le droit au compte-tours, donc on avait un compteur qui était très très simple, avec juste de gauche à droite la température moteur, le compteur de vitesse avec une inscription à 5 chiffres. Donc attention aux surprises de kilométrage. Malheureusement celle-ci n'a pas 7500 km mais 107 500 évidemment. Et donc juste à droite la jauge à carburant plus ou moins précise en fonction des années.
Ensuite, on avait le droit à un tissu complet sur l'ensemble du panneau de porte. Tissu également disponible sur l'entièreté des sièges. Rien de très compliqué. Et donc la deuxième génération de Corsa changeait complètement son tableau de bord. Il était beaucoup plus carré sur les premières séries. Là, il est un peu plus arrondi. Mais il reste également très basique. On voit qu'on n'a même pas d'autoradio. On a un rangement à la place. Un deuxième rangement ici type cendrier. Et normalement ici vous avez une allume-cigare quand vous avez l'option. La porte de boîte à gants est présente sur mon modèle. Malheureusement elle ne s'ouvre pas là. Il faut essayer de la réparer. Mais c'est un défaut récurrent sur ces Corsa. Par rapport à l'année, on a droit au rétroviseur droit. Sur les versions intérieures, c'était une option. Et donc à l'arrière de cette version 5 portes, donc simplement des cendriers de chaque côté, à droite et à gauche, et sinon c'est le néant. On va mesurer pour voir son espace à bord. Donc comme d'habitude, on ouvre la manivelle, hop, on ouvre la fenêtre grâce à la manivelle. Et donc comme d'habitude, on va mesurer l'habitabilité disponible sur l'auto en largeur au coude. Donc en largeur au coude, on a le 3 à 123,8, donc quasi 124. Et en longueur aux jambes disponible, on a droit à 53,7. Plutôt convenable par rapport à l'encombrement extérieur. Donc comme d'habitude, hein, le siège est réglé pour ma position de conduite. Je vais fermer la porte. Et je me retrouve à ne pas toucher, voilà, même si je me mets droit comme ça, je me retrouve à ne pas toucher le siège du conducteur. Donc c'est plutôt correct. Alors c'est une 5 places sur la carte grise. À 5 évidemment on va être serré, hein, avec un peu plus de 120 cm au coude. Ça nous laisse à peine 40 cm, faut pas être trop costaud. Mais franchement à 4 ça le fait. Pas de souci particulier. Là le siège du passager est reculé à fond, ce serait un peu plus désagréable pour moi, mais là franchement par rapport à certaines voitures beaucoup plus récentes citadines, c'est pas pire. Donc c'est plutôt correct. L'environnement est assez lumineux, on voit qu'on a une bonne visibilité à la manière des voitures des années 80-90, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, évidemment il y a certain nombre de désavantages, hein. Entre autres la sécurité passive est moins bonne. Alors il n'y a pas de centralisation, hein. J'ai anticipé l'ouverture des éléments comme le coffre arrière et la porte, puisque c'est une petite mémère la voiture, donc évidemment faut ouvrir par anticipation. Longueur du coffre 47,4, 88,5, 88,4. Donc on a un espace habitable tout à fait correct, hein, disponible pour cette Corsa. C'est plutôt pas mal, hein. Surtout comparé à l'encombrement extérieur de la voiture, l'habitabilité est étonnante. On n'en dit pas autant aujourd'hui, dans 3,50 m on n'en met pas autant aujourd'hui. Donc ça c'est plutôt un bon point pour cette voiture. Et d'un point de vue de la motorisation, cette Corsa nous a été proposée avec un moteur 1,2 litre, boîte 5 vitesses. Il faut dire que c'était pas systématique à l'époque la 5 vitesses. Donc boîte 5 vitesses, 55 chevaux ou 54 chevaux, ça dépend un peu des fiches techniques de chacun. On va dire une cinquantaine de chevaux disponibles sur ce moteur. Évidemment il y a un carburateur. Évidemment la place disponible pour bricoler sur le véhicule est très importante. On est embêté par rien. Pour faire les révisions, les entretiens, c'est très bien. Sur les voitures de ces années-là, évidemment, il y a toujours une prudence à avoir vis-à-vis de la corrosion, entre autres. Et puis, il peut y avoir des pièces d'usure X ou Y, hein, des fuites qui peuvent se faire, plus ou moins importantes. Mais globalement, ça reste une voiture qui est assez fiable et assez simple techniquement. Le point numéro 1 en problème, ce sera la corrosion à surveiller. Là l'exemplaire en question, on est quasiment épargné, hein. Il y a des tout petits points, mais alors c'est vraiment minime de ce genre. Il y a vraiment, franchement il n'y a rien, le châssis est très sain, donc ça fait plutôt plaisir d'en voir, puisqu'on n'en voit plus du tout de ces Opel Corsa. Donc ça fait plutôt plaisir de pouvoir en utiliser une aujourd'hui.
Et donc on va aller l'essayer de suite sur route pour se rendre compte de ses qualités dynamiques. Voici au volant de l'Opel Corsa 1991. La première chose qu'on remarque, mais ça c'est comme très souvent avec les voitures de ces années-là, c'est l'excellente visibilité périphérique. On est gêné par rien. On est dans une véranda dans cette voiture. Donc c'est plutôt bien. Ce qui fait qu'en ville, on apprécie assez facilement l'environnement. Pour ceux qui ont besoin d'être rassurés par la vision du capot, on le voit quand on conduit. Donc ça c'est bien. C'est encore un plus. Et le siège, étonnamment, je m'attendais vraiment à pire. Il a une longueur aux jambes qui arrive derrière le genou, quasiment jusqu'au bout, donc c'est plutôt correct de ce côté là. Alors l'avantage de la bonne vision périphérique de la voiture et de sa légèreté, la contrainte entre autres c'est le niveau sonore. Tout de suite on peut constater que ça fait du bruit dans l'habitacle, on entend tout à fait le moteur. Donc c'est les avantages et les inconvénients techniques des voitures. Mais évidemment, il faut en être conscient lorsqu'on se porte acquéreur d'une voiture comme celle-ci. Si on est habitué aux dernières productions, bah évidemment ça fait un peu ça fait drôle. À peine un coup d'accélérateur, un coup de gaz et on a le droit au bruit du moteur. Alors par contre il n'y a pas de vibration, donc ça va. Et en ville il est assez vivace, il est assez tonique. Le poids léger de la voiture on l'emmène facilement à 50. On va essayer l'exercice de reprise. Est assez souple hein, dans toute sa plage d'utilisation. Alors passer une certaine vitesse, en plus du bruit, on commence à avoir la crainte de la tenue de route. Alors à basse vitesse ça va encore, mais au-dessus de 90 ça devient un peu problématique je trouve. Alors ça l'était déjà à l'époque, la presse justement ne donnait pas bonne presse de la tenue de route de la Corsa. Ça se confirme encore aujourd'hui. En fait elle prend pas beaucoup de roulis a priori, mais c'est plutôt une sensation dans la direction qui fait un petit peu aléatoire, malgré le manque malgré que celle-ci n'est pas la direction assistée. On a une voiture qui est plutôt hasardeuse. Alors c'est aussi le défaut des pneus très fins et très hauts, puisqu'on a des pneus en 145 de large et en 80 de haut. Et ça évidemment il y a un avantage d'un point de vue financier, mais il y a un désavantage au point de vue tenue de route. On n'a pas une très grande précision de conduite. Donc quand on se contente d'être à 80-90, ça va. Au-dessus c'est plus compliqué. Donc évidemment quand la voiture était neuve, dans les années 80, voire au début
des années 90. Alors, on avait besoin de rouler à 130 sur autoroute et ça ne devait pas être très rassurant de faire de l'autoroute avec ces voitures-là à 130 km/h. Alors évidemment, avec aujourd'hui les habitudes des voitures dites faciles, là c'est encore plus compliqué. Deuxième point noir sur cette voiture, le freinage. La qualité de freinage, la consistance à la pédale est très désagréable, je trouve. Il y a un temps d'adaptation, c'est comme avec la tenue de route, il y a un temps d'adaptation. La pédale est spongieuse, on a l'impression d'appuyer sur une éponge humide. Alors la voiture s'arrête, hein, il n'y a pas de souci, mais quand on connaît la 205 et ce qu'était capable de faire Peugeot à l'époque, mais ils avaient aujourd'hui encore une 205 à rouler tous les jours, il n'y a pas de problème. Même sur un modèle de base, hein, quand j'avais essayé la Junior là, il y a un an ou deux, donc c'était vraiment le modèle de base, elle était encore moins puissante que celle-ci. On avait une voiture qui était beaucoup plus sereine sur route et autoroute. Aujourd'hui, elle n'est pas dépassée. Là, la Corsa, faut être, je dirais, attentif quand on la conduit. Alors après, ça n'empêche pas qu'on peut, malgré tout, trouver ça amusant. Moi, en soi, ça ne me dérange pas particulièrement parce que je suis un habitué des voitures de ce genre. Donc ça ne me déplaît pas. Il faut être aguerri à ce type de voiture. Et si comme moi, vous avez un certain plaisir à faire rouler ce genre de voiture et que vous êtes un habitué de ça, aucun problème, hein, ce sera... Mais disons qu'aujourd'hui c'est plus une voiture à mettre entre toutes les mains finalement, puisque avec la moindre charrette d'aujourd'hui là comme il y a devant, on est en sécurité à des années-lumière de ce qu'on a ici. Autre point assez étrange et qui demande un temps d'adaptation, le maniement du levier de vitesse. La même sensation de caoutchouc que dans le freinage, on le retrouve dans le levier de vitesse. Le maniement est... Alors disons que le maniement gauche-droite est assez précis. Par contre, les premières fois quand on rentre la vitesse dans je dirais dans les encoches, pour faire simple, on a l'impression qu'il y a un morceau de bacon ou j'en sais rien, un morceau de viande qui nous retient un peu et hop, ça rentre. C'est très bizarre. Donc il y a un petit temps d'adaptation également à ce niveau-là. Encore une fois, quand vous êtes habitué. Mais c'est une voiture qui est encore une fois beaucoup plus exigeante qu'une 205. Par contre, je pense que mécaniquement c'est plus nerveux qu'une 205. Je suis assez surpris par l'agrément du moteur, il est assez rond. Il reprend bien dès les plus bas régimes. Là, quand j'ai fait la reprise tout à l'heure, j'étais en 3e. J'étais à 40-45. La 3e vitesse m'a emmené à 110 sans aucun problème. C'est signe d'une bonne qualité de moteur. Donc le moteur est un très bon point sur cette voiture. En plus de ça, il n'est pas très gourmand. Malgré que ce soit un moteur à carbu et que ça pourrait faire peur à certains, grâce au point contenu de la voiture, moi c'est une voiture avec laquelle je tourne à peine à 7 litres et je l'économise pas particulièrement. Donc je pense qu'en ayant une conduite relativement économique, on pourrait gagner facilement un demi-litre. Et là on parle de consommation réelle, on parle pas de fiches techniques bidonnées aux normes Euro. On est sur des vrais chiffres et on est sur une auto qui a plus de 30 ans aujourd'hui, plus de 100 000 km. Franchement, avoir 7 litres de consommation au 100 en ayant fait de la ville en Ile-de-France et en ayant une conduite pas particulièrement économique,
c'est un résultat tout à fait honorable. Quand je vois que la Clio 5, alors avec d'autres prestations routières encore une fois, hein, mais pour l'image citadine, la Clio 5 de 2021, on avait un petit peu moins de 7 litres pour 100 chevaux. Là on a 55 chevaux et 7 litres aussi. Donc la Clio aujourd'hui a plus de puissance, plus de confort, plus de... En fait elle est mieux la voiture. Elle est mieux en tout point, mais en consommation finalement c'est identique. Mais malgré ça, ça veut dire que les constructeurs ont aussi réussi à récupérer le poids supplémentaire, la puissance supplémentaire pour proposer des consommations équivalentes à une voiture de 30 ans d'âge et 50-60 chevaux de citadine, quoi. Donc c'est deux façons de voir l'automobile complètement différentes, avec les évolutions tout à fait réelles. Donc après, bah, faut savoir jauger et juger de ce qu'on veut. Moi j'ai toujours une préférence pour ce genre de voiture. J'ai l'impression de la conduire. Véhicule un peu plus, voire très moderne, c'est pas tout à fait le cas à mon avis, mais bon. Tous les goûts sont dans la nature. Et mes goûts sont arriérés. Donc après, pour le reste, la qualité de fabrication est dans la moyenne de ce que proposait une voiture de 90, c'est même un peu au-dessus, c'est mieux qu'une 205 en termes de qualité, c'est mieux que les AX, c'est mieux que les Super 5, c'est équivalent à la Fiesta, donc c'est une bonne moyenne. Les plastiques n'ont pas bougé, n'ont pas terni, il n'y a que la boîte à gants qui pose problème sur ces Corsa A. Ce qui fait le monsieur le plus dur aujourd'hui est d'en trouver une, puisque c'est un produit qui a, semble-t-il, disparu des routes européennes. Pourtant c'est un véhicule qui a eu un grand succès, 3 millions d'exemplaires approximativement produits. On a eu différentes carrosseries, on a eu les 3 portes, les 4 portes, les 5 portes et les 2 portes. Là on a eu la 5 portes. La 3 portes avait l'audace d'avoir les ailes larges avant-arrière. Et ils avaient fait également l'audace de faire une 2 et 4 portes, qui s'est très mal vendue en France, mais qui était essentiellement destinée au marché d'Europe du Sud. Donc c'est une voiture qui a été très populaire il y a une trentaine d'années, qui a eu un grand succès commercial grâce à son prix. J'ai oublié de préciser qu'à l'époque, en 91, la voiture se vendait à peu près 50 et quelques mille francs. Avec la conversion euro et à l'euro d'aujourd'hui, avec le coût de la vie d'aujourd'hui, c'est une voiture qu'on achèterait à peu près 10 200 euros. Donc on est vraiment sur un premier prix automobile. Aujourd'hui on a du mal à trouver des voitures à 10 000 euros. Et ce qu'elle ferait une voiture d'aujourd'hui, 10 000 euros, le travail qu'a fait cette Corsa, on verra dans 30 ans pour ça. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner. Le Garage PTS sur YouTube, merci à vous, à bientôt.